et c'est à toi. Merci. Ok, donc bonsoir. On va faire un petit tour, une vue d'ensemble de ce qu'est WebAssembly, pourquoi on l'utilise et qu'est-ce qui est intéressant avec, et aussi vite fait comment on l'utilise, en particulier du point de vue de C++, qui est un des premiers, un des utilisateurs, langage utilisateur de WebAssembly primaire. Alors moi je m'appelle Joël Lamotte, donc je suis un habitué ici. Je fais partie de l'organisation, je fais partie aussi de CPPP. Actuellement je travaille chez jellynote.com, je vais vous montrer tout à l'heure parce qu'on utilise WebAssembly. Je vais pas prendre les questions pendant la talk. Par contre, vous pouvez noter le numéro si vous arrivez à le voir. En bas à droite, il y a les numéros de slide, si jamais vous voulez faire une référence à quelque chose que j'ai dit. Voilà. Donc c'est parti. Qu'est-ce que c'est WebAssembly? Alors d'abord, la première chose, c'est que le nom est un peu trompeur, comme beaucoup de noms beaucoup de noms en programmation. Donc par exemple, la partie web, en fait, elle est pas... En réalité, WebAssembly n'est pas spécifique au web, et ce n'est pas vraiment un assembleur. En tout cas, c'est pas un langage assembleur comme il serait défini classiquement. En revanche, la raison pour laquelle ça s'appelle WebAssembly, c'est parce que l'utilisation la- sur laquelle la conception s'est focalisée, c'est les clients web, donc en gros les browsers, euh, mais la manière dont ils l'ont fait est utilisable de manière plus générale. Et il s'agit en fait de quelque chose qui, pour quelqu'un comme moi qui n'a pas fait de l'assembleur à la main, ressemble à de l'assembleur. Donc peut-être que c'est pour ça qu'ils l'ont appelé, je suis pas sûr. En tout cas, voilà, c'est un peu trompeur, mais c'est pas complètement faux non plus. Donc on va voir exactement ce que c'est. Donc si on va sur le site de webassembly.org, on a déjà une définition assez intéressante. Là, je vais pointer surtout les parties qui nous intéressent. C'est un format d'instruction binaire. Donc ça, c'est la partie qui ressemble à de l'assembleur. Pour une machine virtuelle stack-based. Donc stack-based, donc en gros le même type, plus ou moins le même type de machine virtuelle sur laquelle par exemple C et C++ se basent, enfin, sont programmés pour. On est avec un standard, donc Open Standard du W3C, donc c'est communauté internationale du web. Donc c'est pas un petit truc fait en isolation. Et tous les browsers ont l'implémentation de WebAssembly 1.0, qui est en fait le WebAssembly courant. Ils n'ont pas changé de version majeure depuis la 1.0. Après, le reste, c'est des extensions, des améliorations, etc. Sachant que là, on se retrouve avec une plateforme qui, depuis plusieurs années, est disponible dans tous les browsers, enfin les gros browsers en tout cas, mais pas que. Donc, qu'est-ce que c'est plus en détail? Donc, on a un langage binaire qui est représenté soit par une forme de bytecode, donc c'est la partie binaire, mais aussi par une forme textuelle qui est utile pour simplement pour débugger euh, les virtual machines qui interprètent le bytecode. Euh, donc voilà, ça c'est plus pour les développeurs des implémentations de WebAssembly. Euh, donc c'est stack-based, donc ce qui fait qu'en fait on a un parallèle direct entre la manière dont C, C++, Rust, etc. marche. Donc ce n'est pas une virtual machine au sens JVM, ce n'est pas une virtual machine au sens .NET, c'est plus proche de ce dont vous avez l'habitude si vous faites du C++. Par contre, l'API, donc le code va appeler du code du système. L'API exposée est toujours dépendante du type d'application hôte, parce que c'est embarqué dans une autre application, qui est donc, je vais appeler application hôte. Il y a des spécifications standardisées. Donc on a la standardisation du format et de la virtual machine, mais aussi de certaines API, notamment pour le web, donc ils vont ensemble, mais on n'est pas obligé de les utiliser, mais ils sont là quand c'est du web. Le code en question est quasi, enfin, en gros, c'est la même chose que ce soit de l'exécutable ou de la bibliothèque, enfin la manière dont on l'utilise.
La seule différence, c'est est-ce qu'il y a une fonction main et est-ce qu'on doit l'exécuter au démarrage au chargement, ou est-ce qu'on attend que le main soit appelé par du code externe, etc. Donc en fait, en gros, c'est juste du code avec des points d'entrée, et après, la manière dont ça va être utilisé dépend complètement du comportement de l'application hôte. Donc la virtual machine est designée pour être sandboxée, sécurisée, isolée. Alors, moi, je ne suis pas du tout un expert en sécurité. J'ai quelques notions, mais je peux pas. Enfin, j'en sais suffisamment pour dire que mieux vaut que je suis pas un expert. Donc, je peux pas dire exactement tout ce qui fait que c'est utile. Un des trucs importants, c'est surtout que l'API étant définie par l'API pour communiquer avec l'extérieur, par exemple, ou pour accéder au file system, etc. Tout ça, c'est déterminé uniquement par l'application hôte. Donc, quelque part, on est déjà dans un milieu contraint d'exécution dans le WebAssembly, OSM. Et il y a peut-être d'autres choses pour lesquelles c'est designé. Dans tous les cas, les concepteurs avaient la sécurité en tête quand ils l'ont débarqué et quand ils l'ont designé, conçu. Et aussi le fait qu'ils étaient embarqués, puisqu'il fallait les mettre dans des browsers qui tournent avec 48 tabs, évidemment, qui doivent tous marcher sur vos 8 Go sous Windows. Donc c'est quand même fait pour être un peu puissant. Euh, il y a aussi des implémentations donc, sur GitHub. Donc là, il y a un lien vers une liste. Je mettrai les slides en dispo dès qu'on finit. Et donc sur GitHub, vous avez donc un Awesome OSM, un peu comme Awesome C++, avec une liste de liens, d'exemples, etc., dont une liste d'implémentations en C++ ou en Rust ou en C que vous pouvez utiliser pour avoir des VM dans vos applications. Donc, on a dit c'était un open standard, voilà, et c'est poussé en particulier par Mozilla, Microsoft, Google, Apple, Fastly, Intel et Red Hat. Et là, tout de suite, on sait que quand il y a des géants qui se rassemblent sur une technologie, et en plus qu'elle est développée relativement vite par rapport à plein d'autres technologies, euh, on sait que c'est quelque chose, entre guillemets, de durable. C'est-à-dire que, bon, là, il faudrait au moins 10 ans avant que ce soit une technologie qui soit plus intéressante. euh, Parce que, en fait, c'est une plateforme. Voilà, c'est le point important que vous devez retenir de cette présentation. C'est que une bonne manière de comprendre WebAssembly, c'est que c'est une plateforme. Un peu comme si vous faisiez des builds pour différentes plateformes, par exemple pour de l'embarquer. Et bien là, vous pouvez faire des builds pour le web. Donc en fait, c'est une famille de plateformes. Donc par exemple, un browser, c'est du WebAssembly plus une API web. On a d'autres exemples que je vais vous montrer. Mais voilà, si vous faites des bibliothèques génériques, vous pouvez très bien faire en sorte qu'elles compilent, enfin vérifier surtout, parce que généralement, il n'y a pas grand-chose à changer. Mais vous pouvez vérifier qu'elle compile bien en WebAssembly. Vous pouvez vérifier que certaines de vos applications qui auraient du sens de tourner par exemple dans un browser ou dans Node.js par exemple marchent après avoir été compilées en WebAssembly. De votre point de vue, vous devez le voir comme une plateforme cible avec peu d'adaptations comme pour chaque plateforme, Windows, Linux, etc. On a toujours des petites macros pour changer des détails, mais le gros du code est exactement le même. Donc c'est ça qui est vachement intéressant du point de vue de nous, développeurs C++. Alors, du point de vue du web, WebAssembly en fait est devenu a été créé parce que on avait besoin de clients lourds au niveau des clients JavaScript, pas JavaScript, browser, donc qui est actuellement en fait par défaut on va utiliser JavaScript, mais il y a toujours eu ce besoin de quelque chose de meilleur que JavaScript ou de portage d'applications qui en fait sont déjà dans d'autres choses. Par exemple, historiquement, on a eu NaCl qui était la version de Google de plugins natifs mais en client dans le browser. On a Flash qui est à peu près la même chose, mais simplement c'est son propre langage en plus d'être sa propre plateforme. Silverlight qui est un peu un clone de Flash.
toutes ces technologies-là, en fait, elles ont été en échec à cause de problèmes de sécurité et aussi parce qu'ils n'étaient pas tous d'accord sur comment ça allait marcher. On pensait que JavaScript allait remplacer, mais c'est pas encore suffisant pour résoudre certains problèmes. Par exemple, le fait que JavaScript c'est un langage parmi tant d'autres et que être forcé, c'est pas forcément ce qu'on veut d'utiliser JavaScript, alors que en fait le browser, lui, il s'en fout. Qu'est-ce que c'est le script? Tant qu'il y a la bonne API pour manipuler le DOM et tout ce qui est HTML, normalement, il ne devrait pas avoir il devrait s'en foutre de qu'est-ce que c'est le langage. Donc là, on a l'opportunité avec WebAssembly de développer avec à peu près n'importe quoi, sachant que dès le départ, c'est C, C++ et Rust qui sont les premiers langages citoyens, entre guillemets. C'est-à-dire que la première implémentation, même avant que la première release soit faite, elle est compilée directement du C++. Euh, Généralement, il y a assez peu d'efforts à faire pour porter son application en C++. En fait, quasiment tous les efforts, ils se trouvent au niveau de tout ce qui est UI, c'est-à-dire si vous faites une application en ligne de commande, bah, dans la page web, voilà, on va voir des exemples de ça. Par contre, si vous faites une application qui dessine, bah, il y a une adaptation légère à faire qui peut être simplifiée, mais en gros, ça peut se faire dans le web. Et donc, vous pouvez vous retrouver avec des applications graphiques qui sont en gros exactement en termes de comportement la même en local sur desktop que sur le web. Euh, Généralement, on a des meilleures performances que JavaScript. Alors ça dépend des flags qu'on met, hein. C'est un peu genre si on met en debug, bah, ça peut être pire. Mais ce qui est important, c'est que de base, on a la possibilité, un peu comme en C++ en général, on a de la marge pour les performances. Par défaut, si on est en train d'exécuter dans le YSM et qu'on n'est pas en train de faire des appels avec JavaScript et des allers-retours, donc qui sont du binding, donc ça c'est normal, c'est coûteux. Mais par défaut, c'est quand même généralement de meilleures performances que du JavaScript dans le browser. Et après, en dehors, bah, après, il y a d'autres propriétés, comme le fait que ce soit sandboxé et designé avec la sécurité, ce qui a un gros avantage quand on veut faire quelque chose pour lequel on aurait utilisé NaCl, Flash, Silverlight. Donc, en particulier Flash qui a eu un succès de fou, mais qui n'était pas un standard ouvert, donc qui n'a pas pu continuer. Mais en termes d'utilisation, c'était un gros succès. En termes de sécurité, c'était un échec total, mais c'était pas son but d'être sécurisé. Donc voilà. Alors, il y a eu aussi, donc historiquement, en fait, ça a été créé par convergence de besoins, donc qui sont représentés par toutes les alternatives dont j'ai parlé. Et si vous êtes intéressé par l'histoire, vous pouvez aller voir donc sur le site webassembly.org et aussi l'histoire de asm.js. Et donc, ce qui s'est passé avec Flash et tout. Je ne vais pas aller dans les détails de l'histoire parce que c'est pas, j'ai pas le temps. Mais c'est assez intéressant d'avoir suivi l'évolution de pourquoi on est arrivé jusqu'à WebAssembly. Et donc oui, c'est garanti de rester là, enfin d'être disponible pour un long moment parce que en gros, quasiment tous les géants sont en train de pousser cette technologie-là pour différentes raisons. Alors en dehors du web, l'essence de ce qui est intéressant avec WebAssembly, c'est qu'on peut embarquer dans une application une VM WebAssembly qui va exécuter du code donc arbitraire depuis l'extérieur. Mais ce code, en fait, donc voilà, un peu comme une extension, un plugin. Donc aujourd'hui, quand vous faites un plugin avec donc, .so, .dll, etc., vous devez recompiler pour chacune des plateformes parce que la BI doit être exactement comme il faut. Un utilisateur qui fait des plugins pour votre application a besoin de connaître exactement les flags qu'il faut pour avoir la bonne ABI, etc., etc., ou utiliser C. Et donc là, vous êtes limité un peu en termes d'interface si vous faites plus. Et aussi, il n'y a pas de restriction de langage, c'est-à-dire que on n'est pas non plus obligé de faire du C++, on peut faire encore d'autres choses pour viser le WebAssembly, donc c'est la même plateforme. On peut aussi du coup remplacer dans certains cas les langages de script, en particulier quand on veut enlever, donc forcer le fait qu'on soit forcé d'utiliser un langage de script plutôt qu'un autre. Donc ça, c'est en théorie des possibilités, donc vous pouvez faire ça. Et aussi, bien sûr, vous pouvez définir une API fixe. C'est un peu comme, si vous savez, dans World of Warcraft ou dans certains jeux. En fait, ils permettent à l'utilisateur, au niveau du client, de modifier l'interface via des scripts UA. Mais bien sûr, les scripts UA n'ont une API bien spécifique dans l'interface, dans le jeu qu'ils peuvent appeler. Et voilà, donc ça, c'est assez facile d'exposer une API spécifique. Bon, c'est un peu plus dur de la documenter, mais ça, c'est juste la documentation.
Et voilà, donc c'est sandboxé by design. Toutes les VM que vous trouverez sur GitHub, c'est des VM qui sont faites pour être sandboxées. C'est pas pour mélanger avec votre code, c'est vraiment, théoriquement, ça devrait être isolé. C'est aussi une potentielle opportunité pour avoir des binaires universels, c'est-à-dire que si jamais, par exemple, si tous les desktops, les OS desktop avaient un moyen de lancer un point OS sous contrainte qu'il ait accès à une API bien donnée, par exemple, une API file system, ou qui correspond à, en gros, la libc, eh ben, on pourrait avoir des exécutables, enfin, en gros, OSM jouerait le rôle d'un exécutable euh, universel, donc un peu comme ce qu'avait promis Java, sauf en quelque part un peu plus bas niveau, meilleure performance, et pas de surprise, d'explosion de mémoire, etc. Voilà. Il y a des choses qui sont bien avec Java, mais il se trouve que il y a des raisons pour lesquelles c'est pas sur absolument toutes les plateformes. Euh, Maintenant, une autre possibilité, c'est que le code compilé en OASM, en fait, il peut être transféré entre différentes machines. Il n'a pas besoin d'être recompilé dans des systèmes distribués qui veulent, par exemple, partager du code et après l'exécuter sur différentes machines. Et après, enfin, il y a plein de possibilités. Si par exemple, je fais, je sais pas, si demain je fais un jeu et que je veux que les utilisateurs puissent faire des extensions pour mon jeu et qu'après automatiquement, moi je les distribue entre les joueurs qui jouent en multijoueur, c'est faisable sans trop de problèmes de sécurité en WebAssembly. Et voilà, on n'a pas le handicap de ouais, mais attends, ça va tourner avec un interpréteur super lent. Là, c'est raisonnable. C'est suffisamment raisonnable pour qu'on puisse faire du soft real-time, pour peu qu'en fait, par exemple, du graphisme, on peut décharger à d'autres technologies. Mais en termes de software, c'est CPU, c'est tout à fait raisonnable. Alors, on va regarder quelques exemples. Alors, j'en ai pris un petit peu au hasard que je connaissais. Il y en a beaucoup d'autres. Donc, il n'y a pas spécialement de priorité. Voilà. Est-ce que vous voyez bien? Il n'y a pas de souci. Donc là, je lance un jeu sur itch.io. Alors, normalement, vous n'entendez pas, mais il y a de la musique. Alors, je vais peut-être couper le son si j'y arrive. Là. Euh, voilà. Donc, par exemple, là, c'est un jeu qui a été fait sous Unity. Alors, je peux vous montrer que c'est un jeu en 3D et je peux le contrôler. Hop, si j'arrive, voilà. Voilà, je peux tirer sur des machins. Voilà. Donc, ça, c'est un jeu amateur, hein, il est gratuit directement sur Itch.io. Il y en a beaucoup sur Itch.io qui sont faits avec Unity et qui sont mis directement comme ça dans la page web parce que Itch.io a des facilités pour faire ça. Alors, pourquoi je vous montre ça? Parce que, pour ceux qui ne savent pas, Unity, il est construit avec du C++. Donc, c'est un moteur qui est construit en C++, mais il embarque un moteur, euh, une virtual machine .NET qui est recompilée, je pense, via C++, il me semble. Il me semble que c'est compilé en C++ et après, il est reconverti pour la plateforme cible. Donc en fait, il y a un bouton, on choisit une plateforme et une des plateformes, c'est HTML5, auquel cas il va générer du WebAssembly et puis du fichier. Et là, on a donc le même jeu en desktop et en WebAssembly, pas exactement les mêmes performances et pas exactement le même rendu parce que du coup WebGL et OpenGL selon les versions n'ont pas exactement les mêmes capacités, donc Unity fait des adaptations. Mais ce qui est intéressant, c'est que voilà, on a fini le jeu, on veut essayer une version web, on compile la version web et hop, on a quelque chose qu'on peut déjà présenter. Là, je vais vous montrer donc ce sur quoi je travaille la plupart du temps. Alors moi en ce moment, mais ça fait un peu plus d'un an que j'ai bossé sur ce code-là. Donc là, c'est le site de l'entreprise où je travaille. Donc là, il s'agit de partitions musicales. Alors c'est pareil, on ne va pas entendre la musique, mais c'est pas trop le point. Donc c'est des partitions musicales qu'on peut acheter, consulter et aussi avec lesquelles on peut s'entraîner via un player. Donc ça, c'est le player. Je vais fermer ça. Voilà, donc en fait là le dessin il est complètement coordonné par du WebAssembly, c'est-à-dire qu'il y a un module WebAssembly, euh, en gros il faut décider quoi où, et il envoie du JavaScript qui interprète et qui fait ce qu'il faut. Alors ça a été fait comme ça parce que c'est du code qui est assez vieux et à l'époque il n'y avait pas encore d'API direct pour dessiner dans des canvas, mais bon là c'est des canvas, voilà. Là, quand je
Voilà, je lance la lecture. En fait, la barre qui se déplace, c'est purement du WebAssembly qui redessine. Voilà, qui redessine, qui sait quels sons joués. Alors, vous n'entendez pas, mais il y a des sons qui sont joués. Il sait quels sont joués, il envoie au JavaScript et après le JavaScript joue le bon son. Il a une banque de sons. Et, voilà. Et tous les boutons qui sont là, en fait, appellent le WebAssembly quasi directement. Voilà, donc c'est une assez grosse code base. Voilà. Et ça marche aussi. En fait, une énorme partie de ce code est aussi dans la version iOS de la même application. Parce que c'est du C++. Donc en fait, il suffit de compiler la partie commune sous forme de lib deux fois, hein, une fois pour iOS, une fois pour WebAssembly, et on a les deux versions. On peut les... Alors si je reviens, voilà. Ensuite, on va aller voir un moteur graphique. Alors pas que graphique, mais c'est un moteur de jeu. Enfin, ou multimédia. Donc en fait, c'est un moteur, si vous ne connaissez pas, c'est pas hyper connu parce qu'il y a peu de grosses utilisations, mais aussi parce qu'il est assez moderne, enfin récent, on va dire. Il utilise C++ 11 et 14, et l'auteur a aussi un blog où en fait il explore un peu ce qui est utilisable ou pas de la STL dans le moteur. Donc là, il y a des points intéressants et aussi le site est assez joli. Mais là, ce qui nous intéresse, c'est le showcase. Donc en fait, quand vous téléchargez un SDK de moteur, généralement, vous avez des exemples qui vous montrent un peu les capacités. Donc là, c'est et là, ce qui est intéressant, c'est que les mêmes exemples que vous pouvez télécharger le code ou les versions binaires et l'exécuter sur un desktop sont en train de tourner aussi en WebAssembly. Et là, vous pouvez remarquer, si vous connaissez un peu dans le développement de jeu, IMGUI, donc c'est une lib qui est utilisée pour faire ce genre de choses, qui est juste compilée directement. Hop, ça marche. Tout ça, c'est du WebGL. Là, on a... Alors, je suppose que c'est... en tout cas, c'est fluide pour moi. On peut, je prends un autre exemple, donc par exemple celui-là, c'est complètement interactif, hein, c'est pas une vidéo, hein, je suis en train de viser. Oups, et je vise très mal. Voilà, on fait tout tomber, rien à foutre. Et tout ça, c'est du WebAssembly. En fait, vous pouvez même aller regarder le code, vous verrez que très vite vous serez bloqué parce qu'il va charger un OSM et vous ne pouvez pas le lire comme ça, quoi. Il faut avoir le code. Du coup, voilà, donc il y a pas mal de petits exemples comme ça qui marchent directement. Et du coup, ça, c'est une bonne. Donc là, on peut voir cet exemple require WebAssembly qui lui-même après utilise WebGL. Et puis Angle, donc ça, c'est au niveau du JavaScript, je crois. Ah oui, non, ça, c'est quoi? C'est une technologie pour des détails dont je parlerai plus tard. Voilà, donc c'est essentiellement le même code. Euh, au niveau du code qui décrit l'exemple. Après, peut-être dans certaines libs, il y a des adaptations pour faire la version web. Mais du coup, ça se passe à un niveau plus bas. Et là, on va aller voir vite fait. Alors, je ne vais pas vous montrer une utilisation directe parce que ce serait trop long. Mais en gros, voilà. FFmpeg, c'est une bibliothèque et aussi un outil en ligne de commande. Excusez-moi. Qui permet de faire des conversions de vidéos. Il permet de les mélanger, il permet de changer les formats, il permet d'appliquer des filtres audio. Et en fait, c'est vraiment la fête du... quasiment tous les outils qui font des transformations sur des vidéos utilisent FFmpeg. C'est ultra complet. Et il me semble que c'est programmé en C. Et donc, il y a deux parties. Il y a la bibliothèque cœur, donc le core, et la partie, les interfaces. Donc, en fait, l'interface primaire, c'est en ligne de commande. Et ici, ils ont simplement recompilé la version C. Ils ont enrobé ça de couches optionnelles avec du JavaScript et pour obtenir quelque chose qui permette d'exécuter. Alors, je vous montre exactement la ligne qui est importante, c'est ici. Cette ligne est exactement équivalente à écrire en ligne de commande, installer ffmpeg-i, test AVI, test, etc. Ça fera le même résultat. Tout le reste, en fait, c'est juste des manipulations de fichiers. En fait, ça, c'est vraiment la même chose. La grosse différence, c'est que du coup, on peut exécuter on peut les commandes FFmpeg, par exemple, dans une application cliente web, donc chez le client, donc pas sur le serveur, ou bien on peut le faire sur le serveur aussi si on veut avoir tout le code dans Node.js, par exemple. C'est tout à fait faisable. Mais là, c'est ce qui est vraiment intéressant, c'est que faire chez le client, donc ça peut décharger du travail.
parce que bon, le traitement vidéo, c'est un peu long pour si vous connaissez, si vous avez déjà fait du rendu vidéo, c'est pas immédiat. Alors, comment ça s'utilise concrètement? Alors, combien de temps il me reste? Une demi-heure, ça? Ok. Euh, Donc, comment ça s'utilise concrètement? Alors, dans les grandes lignes, d'abord, on a un langage de programmation, on a du code, on le fait transformer par la toolchain, compiler, linker ou ce qui marche, et on est censé obtenir au moins un fichier OSM, donc, qui est en fait le bytecode ou la version textuelle selon ce qu'on est en train de faire. Et ce fichier-là, on peut le passer à une VM qui tourne quelque part, et c'est ça qui l'exécutera. Donc là, ça va, c'est pas spécialement compliqué. Donc un peu plus concrètement, donc de base, on a C, C++, Rust. Il me semble D aussi, mais je suis pas complètement. Enfin, j'ai jamais essayé en fait. Mais en gros, les autres, c'est garanti parce que c'est les premiers citoyens. On peut prendre du code. Il nous faut une API, souvent qui a une version, par exemple en C ou en C++, ou en Rust, qui est directement liée à une application. Donc c'est parce que du coup notre code va devoir manipuler quelque chose et c'est l'autre qui sait, parce que sinon il n'y a pas grand-chose d'utile qu'on peut faire en vase clos. La toolchain va générer au moins le OSM, parce que c'est vraiment le code qui va être exécuté, et généralement aussi du code qui va servir de binding avec l'application hôte, euh, peut-être du code de chargement ou des métadonnées ou des choses comme ça. Donc, un peu plus spécifiquement encore, dans le cas du web, quand on parle de browser, en fait, le browser il va avoir deux VM, il va avoir alors, peut-être plus d'instances, je ne suis pas sûr parce que je n'ai pas regardé le code à l'intérieur, mais en gros, il y a au moins une VM JavaScript et une VM OSM qui va être chargée pour chaque OSM, parce qu'on peut en charger plusieurs. Et il faut généralement aussi du code JavaScript pour faire la communication entre les deux, dans les deux sens. C'est-à-dire qu'il faut du code pour nous simplifier la vie, pour pouvoir charger le module. Et de l'autre côté, il nous faut du code pour exposer en JavaScript les bindings, l'API qu'on aurait par exemple mis à l'intérieur du C++. Donc par exemple, si c'est une bibliothèque et qu'on veut exposer en fait, on va se retrouver avec du JavaScript qui correspond de l'autre côté et qui sait appeler la bonne partie du bytecode pour exécuter ces fonctions. Et donc, ah oui, les API web, comme j'ai dit, ils sont déjà spécifiés, donc elles sont connues, et généralement, les outils ont aussi des helpers. Et voilà ça. Donc, dans le cas de C++, bon, C aussi, hein, mais on va se concentrer spécifiquement sur C++. La manière la plus simple, c'est d'utiliser Mscripten, qui est un framework. On va revenir dessus dans 2 minutes. Il fournit de quoi faire tout ce qui est API web, plus plein d'autres choses. Et il génère des points OSM et des points JavaScript, donc le JS, qui sont. Si on charge le JS, automatiquement le JS va charger le OSM. On peut utiliser le OSM à la main si on veut, mais le JS est plein de helpers. Et il va contenir aussi le code de binding si jamais il est généré. Et tout ça, c'est utilisable directement dans le browser. Et le même code, parce que du coup, OSM est une plateforme, et que la plateforme est limitée que par l'API de l'hôte, en fait, le même OSM et JS peuvent théoriquement être exécutés aussi dans une autre application hôte qui a les. Et donc, par exemple, Node est beaucoup utilisé aussi pour le côté serveur, ou pas, hein, mais en fait, simplement, on peut exécuter directement du code. Et ça, c'est ultra utile quand on veut, par exemple, tester son WebAssembly sans ouvrir un browser. Alors, on va regarder un peu à quoi ressemble Mscripten. Alors, plutôt dans les grandes lignes, hein, on va pas aller trop dans le détail. La partie importante, c'est que c'est essentiellement un Clang plus un linker spécial et plein de code Python qui fait du café. Donc l'avantage, c'est que si vous connaissez Clang, vous connaissez déjà les arguments. Et après, tout le reste, c'est des choses
spécifiques à OSM. Donc c'est juste des options de comment le OSM va être géré, par exemple. La principale différence que vous avez, effectivement, ça sort du OSM au lieu d'un binaire. Ça fournit donc des headers, je crois que c'est du C. En fait, j'ai jamais utilisé directement, mais en gros, voilà, on peut l'utiliser en C++ pour manipuler le DOM HTML, mais aussi, en fait, ça essaye de faire une traduction de certaines API automatiquement, sans avoir à le faire à la main. Voilà, en fait, là, si on utilise OpenGL, ça va traduire en WebGL. Si on peut utiliser OpenAL, ça va traduire en HTML5 audio, donc le système audio de HTML. On peut utiliser SDL2 et pas que l'API c'est par défaut, on peut utiliser du SDL2, mais c'est un SDL2 qui fournisse et qui est traduit d'une certaine manière. Et par exemple, quand on dessine, en fait, ça va se trouver dans un canvas ou dans du WebGL selon comment on a initialisé la chose. Et on peut utiliser pthread, c'est-à-dire que en fait, on peut avoir du multithreading au client web. C'est implémenté via les web workers qui ont une technologie HTML qui est standardisée, qui ressemble à process parce que en fait c'est comme si c'était des threads mais qui partageaient pas la même mémoire. Donc ça revient un peu à des process plus ou moins. Seulement ça reste embarqué et, par exemple dans la table dans laquelle on est. Donc il y a moyen de faire du multithread et comme il y a pthread, il y a aussi stdthread et tout ce qui se base sur pthread. Et pareil pour le file system. Alors j'ai pas utilisé parce qu'il faut des droits particuliers ou utiliser par exemple juste Node. Moi, j'ai pas eu besoin pour l'instant de faire des manipulations fichiers. Donc, j'ai pas regardé aussi comment c'est implémenté, mais en gros, il y a moyen. Il y a des droits à demander pour que ça marche. Voilà. Et il y en a d'autres que je vais pas lister ici. Le site de MScriptM est assez bien clair. Ils fournissent aussi donc une bibliothèque qui est inspirée de boutons au niveau de l'interface qui permet de définir des bindings entre C++ et JavaScript. Donc, c'est-à-dire qu'on peut poser du code C++ à JavaScript. Il y a d'autres systèmes de binding mais j'ai quasiment utilisé que celle-là parce que c'est plus simple. Oui, il y a des outils pour tester facilement. Donc, en fait, ils fournissent une version de Node dans le SDK de MScriptM, ce qui nous permet d'exécuter du code arbitraire, un peu comme en ligne de commande, entre guillemets, qui est en fait du JavaScript plus OSM. Ce qui permet de faire par exemple des exécutables de tests unitaires qui en fait vont tourner dans Node, par exemple. Et oui, et il fournit aussi de quoi exécuter plus facilement dans un browser, ça, on va peut-être le voir tout à l'heure. Il y a moyen de utiliser les flags de debug, ça nous donne des informations de debug en Dwarf. C'est géré par après une extension, par exemple dans Chrome. Alors pour Firefox, je n'ai pas essayé, mais dans Chrome, il y a une extension, en fait, c'est expliqué dans ce lien-là, que je vais passer après. En gros, ça nous permet de débugger directement en browser, sachant qu'on peut aussi débugger si on est avec Node.js, mais débugage normal où en fait on pointe le debugger sur un exécutable particulier, donc la Node.js, Node. Mais on peut aussi débugger sa page web avec le WebAssembly quasiment visible pour peu qu'on ait les bons flags. Donc voilà, il y a tout un système pour ça. Donc c'est relativement facile de débugger quand ça marche, parce que bon, c'est pas exemple de bug. MScriptM est donc sur Linux macOS comme Clang. Voilà. Et maintenant, on va passer aux démos. Alors, les démos. On sort de là. Hop. Juste avant, est-ce que... pas de problème, non? C'est bon? Je peux continuer? Ok. Alors, on va déjà voir un Hello World. Hello World. Alors en fait, on va voir surtout que des Hello World aujourd'hui. Ça, on vire. On va voir ce Hello World là, qui est juste deux fichiers. Hein. En fait, le premier, c'est juste le code, et après l'autre, c'est les instructions pour me les rappeler. On va le mettre là. Donc le code, est-ce que c'est assez gros? Oups. Oui, non? Je vois pas Fred. Oui, ok. Ok, donc si ça c'est gros, ça va. On va mettre ça.
Voilà. Donc, on a un Hello World super simple avec la sortie standard, IOStream, rien de spécial. Ok. Là, ce qu'on veut, c'est utiliser directement mScriptM. Alors, je l'ai déjà installé et tout. Je ne vais pas vous montrer l'installation, hein, c'est pas très intéressant. Il y a juste un truc à savoir, c'est qu'en fait, quand on veut l'utiliser, il faut l'avoir dans l'environnement. Donc, moi, je source. Voilà, il y a un script spécial pour ça. Voilà, il est déjà dispo. Hop. Voilà, donc là, ça, c'est l'équivalent de Clang. Donc, il y a aussi EMCC pour Clang tout court. Et donc, on va l'utiliser pour compiler ce Hello World. Et pour ça, on va utiliser cette commande qui est là. Donc voilà, ça ressemble un peu à la compilation classique. La seule différence, c'est que si j'arrive à... Oups. Non, c'est bon, voilà. C'est que là, j'ai mis la sortie en .js. Alors, selon l'extension, ça va avoir différents résultats. On va voir tout de suite. Donc là, je fais la compilation. Oui, non, ça tourne. Ouais, c'est bon. Voilà. Donc là, dans le dossier, maintenant, voilà, on peut voir qu'on a un point .js, on a un point .osm. Le point .osm, il n'est pas lisible. Hop, je vais enlever ça. Hein, il est pas lisible. En tout cas, là, j'ai rien pour le lire. Voilà. Et là, le JS, alors il est lisible. Il y a beaucoup de documentation. On peut même le débugger. Parce que en fait, la majorité du code vient d'un JS qui est injecté. Donc, il est commun à tout ce code-là qui est généré. Par contre, voilà, bio là, ça n'est pas très intéressant. Ce qui est intéressant, c'est qu'on peut l'exécuter là dans notre JS suite. Donc là, c'est le node. Euh, voilà, c'est le node qui est dans mon EMSDK. D'accord? C'est pas le node que j'ai installé dans le système. Et je peux. Hop, si je retrouve le bon. Hein, c'était celui-là. Hello, voilà. Hein, bon, ça va marcher, voilà. Donc, on peut exécuter là le. En fait, a du code qui détecte qu'on est en train de l'exécuter tout seul. Et du coup, au chargement, il regarde si le OSM il a un main, enfin si le OSM associé à un main, après l'avoir chargé. Et s'il a un main, il l'exécute. Alors tout ça, on peut changer le comportement via plein de flags. On peut décider de ne pas avoir de main. Il n'y a pas de souci. Mais voilà, en fait, là, on a le comportement qu'on aurait avec du desktop. Alors, maintenant, si on veut utiliser le même code dans un browser, donc là je vais créer un HTML. Hop. Voilà, donc là c'est le code le minimal possible, et encore je pense que le HTML en fait est optionnel pour charger un fichier JavaScript. Et là il se trouve que c'est notre fichier JavaScript qui va charger le OSM, donc normalement il devrait exécuter dès le départ. Donc pour ouvrir cet index HTML, en fait par défaut il peut pas, un browser ne peut pas accéder au file system localement, légalement entre guillemets. Euh, donc, on va avoir des erreurs. Donc, pour simplifier ça, normalement, on utilise un serveur web simplifié. Mais mais il faut mettre des réglages spéciaux pour qu'ils puissent accéder à OSM. C'est compliqué. Donc là, ils ont fourni un outil super simple qui s'appelle mrun, voilà, qui nous permet de dire, vas-y, lance-le dans Chromium. Et automatiquement, je me retrouve avec la page dans Chromium. Et vous voyez, il n'y a rien. Pourquoi? Parce que le script ne fait rien de visuel. Par contre, il écrit dans... donc là, j'ai agrandi. Hein. C'est pas la taille normale. Peut-être un peu grand. Voilà. Donc là, c'est l'outil. Et on voit le Hello World parce qu'en fait, la sortie standard par défaut sort dans la console. Voilà. Donc, même code, différentes plateformes. Tout marche bien. Banzai. Donc ça, c'est le minimum à démontrer. Alors oui, il y a une légère variation qui est importante, c'est que mScriptM donc, nous aide un peu à faire le café. Si on lui dit
de nous compiler directement un HTML, en fait, il va compiler à la fois le YSM, le JS et le HTML. Et donc là, on a un hello HTML qui vient d'apparaître. Et on peut donc le lancer comme ça, de la même façon. Oups, comme ça. Voilà, j'ai encore fait ça. Et on a un Hello World. Alors, il est toujours dans la console hein, de JavaScript. Et on l'a aussi dans l'affichage parce qu'ils ont fait tout le câblage pour faire des démos. Voilà, c'est pour ça qu'il y a le Power by Scriptem. C'est juste ça, c'est pour tester en fait. Alors, est-ce qu'il me reste beaucoup de temps? Ok. Je fais une autre démo ou on passe à Une laquelle? quinzaine de minutes, ouais. Ouais, ok, bah je vais en faire une alors. Il y a pas Ok, mal de questions qui commencent à s'accumuler, hein, mais ok. les gens sont Euh, intéressés. Alors, je vais résumer les deux autres, comme ça va aller plus vite. Hello Complex, donc en fait, ça c'était. Donc là, j'ai utilisé Build 2 pour le reste. C'est-à-dire, au lieu d'utiliser CMake comme build system, j'ai utilisé Build 2 parce qu'il fait aussi Package Manager et tout, et ça me simplifie la vie. Et aussi, ça me permet de vous montrer. euh, Là, j'ai plusieurs projets, d'accord, qui sont compilés dans Clang, enfin avec Clang, GCC et OSM. Alors, j'ai pas fait les variations debug et release, là, c'était pas très intéressant en tout cas maintenant, et on n'aurait jamais le temps de les voir. Mais en fait, si je demande à Build de lancer, donc de compiler tout et de tester tout, donc tous les tests de tout ce code-là sur toutes les plateformes, donc ça inclut WebAssembly, on se retrouve avec. Donc là, il fait quelques mises à jour parce que j'ai dû pas compiler. Ah oui, j'ai dû cleaner certains trucs qu'il fallait pas. Mais en gros, voilà, tous les tests passent. C'est-à-dire qu'en gros, quand il n'y a pas d'erreur, c'est que ça passe. Il y a juste un projet qui n'a pas de test graphique. On va le voir tout de suite. Mais voilà, il faut garder en tête, c'est le même code à peu près hein, qui compile donc qui exécute, dont les tests sont exécutés sur Node.js. Et qui peut après être utilisé dans une page web. Alors là, on va regarder un cas particulier, c'est celui où en fait on va utiliser SDL2, ce qui est assez intéressant pour par exemple les développeurs ou n'importe qui fait des applications graphiques qui ne sont pas du GUI. Donc là, on a SDL2, le header classique. Hein. Alors en fait, j'ai une conversion que j'ai compilée localement ici. Et j'ai câblé le système pour qu'il utilise cette version-là. Voilà, je l'ai compilé pour le desktop. Et à côté, on a aussi Mscripten qui fournit sa version de SDL2. Et donc quasiment la seule partie importante à comprendre, c'est que voilà, comme Mscripten fournit sa version, on ne doit pas utiliser la version desktop, mais la version de Mscripten. Donc en fait, en gros, dans la configuration je ne dis pas d'aller chercher ce SDL-là. C'est Mscripten qui le fournit et ça fait partie de la compilation et du link. Alors le code, en gros, qu'est-ce qu'il fait? Alors c'est du code que j'ai repris quelque part sur le net, d'ailleurs j'ai oublié de mettre le lien, mais c'est un tutoriel, hein. C'est un exemple. En gros, on a du code qui est écrit sur une surface au hasard des couleurs de pixels, donc ça fait du bruit en gros. Et là, on a juste une différence entre les deux versions Xscriptem ou pas Xscriptem, c'est que en fait, quand on est dans un browser, on a une main loop qui s'exécute sur le thread principal du browser, enfin de la fenêtre, voilà, de la table. Si jamais on bloque dedans, on casse le browser, en fait, tout est bloqué. Donc, Xscriptem fournit un moyen de faire une sorte de boucle sans mais avec l'update intermittente, ce qui est similaire à ce que vous avez dans, par exemple, Qt ou quasiment tous les systèmes de GUI. Et là, juste en desktop, j'ai fait une boucle avec, voilà, il détecte juste le signal pour quitter. Donc ça, c'est le truc standard, il n'y a rien de spécial. On appelle la fonction. Là aussi, on appelle la fonction, c'est juste que voilà, il y a un temps intermédiaire entre les deux. Ok, qu'est-ce que ça donne? Alors, on va déjà regarder stop. Donc là, vraiment, je l'ai déjà buildé. Oups. Faut que je revienne. C'est le 4. Ouais, ça.
Ah, j'avais pas buildé en WebAssembly. Alors, on peut aller voir. Là, j'ai une version, par exemple, Clang ou GCC, je sais pas, disons GCC. Graphics. Hop, voilà, je l'ai appelé comme ça. Et donc là, si je l'exécute, on voit effectivement la surface qui est redessinée. Alors, ça se date pas tout le temps parce qu'il attend d'avoir des events de la souris. Ça dépend du système de fenêtre. Mais bon, voilà, c'est ce qu'on a vu dans le code. On fait du bruit. Donc là, je vais fermer. J'y arrive. J'y arrive plus. Non. Ah. Parce qu'il y a un problème avec ce code-là. Ah, si, il a reçu. Ok. C'est bon. Donc, ça marche. Donc maintenant, à quoi ça ressemble? Hop. C'est bon. Oui. À quoi ça ressemble quand on veut exécuter ça dans une page web? Alors là, j'ai généré à l'avant, pour aller plus vite, une page type de celle qui a été générée automatiquement dans l'exemple que je vous ai montré tout à l'heure. Donc il y a le LScriptM represent. Et j'ai compilé donc le code en question, hein, exactement le même. On a le JS, le OSM et alors un autre fichier, et ça je vous expliquerai un peu plus tard si j'ai encore un peu de temps. Et donc là, si on run index, voilà, et on a bien la surface. Alors c'est un peu grand parce que j'ai le zoom activé. Et voilà, on a une surface qui a été câblée automatiquement parce que c'est pour les tests. Hein. Et le code, et en plus c'est relativement rapide. Alors je ne sais pas quelle interface a été utilisée là, mais bon, ça marche de la même façon. Est-ce qu'on a le temps pour un dernier exemple? Oui, donc les deux autres là, c'est un exemple qui est FMT. Alors là, il y a un manifeste qui dit quoi c'est mes dépendances. Donc là, j'ai FMT et Boost Container. Et il n'y a aucun problème à utiliser des bibliothèques C++ quelconques, sachant que Boost Container n'est pas une lib header only, contrairement à FMT, il me semble. Et donc, il y a du linking. C'est juste qu'en WebAssembly, toutes les libs sont en statique et que finalement, à la fin, on a un module qui contient toutes ces dépendances, même s'il y a un moyen, en fait, WebAssembly qui communique. De base, en fait, on est en statique. Et donc là, Libello, en fait, c'est un exemple de bibliothèque. Donc ça, voilà, si vous avez l'idée, ça va. Et dernier exemple vite fait. Hop. Alors là, on a. Alors c'est du code que j'ai modifié à partir d'un exemple de quelqu'un que je connais. En gros, on a un compteur ici n, on a un mutex et on a un atomique. Et en gros, l'idée, c'est on a du code, on a ce code-là, et ce qu'il fait, c'est qu'il essaye de locker le mutex. Si on réussit, on incrémente n, qui est là, et aussi donc le compteur de fois où on est censé l'incrémenter. I, c'est le compteur de fois où on est censé l'incrémenter. Et ensuite, si on n'a pas réussi, on incrémente A. Donc en fait, A devient le compteur de fois où on n'a pas réussi à locker. Et après, le reste, c'est un peu des logs pour être sûr que tout se passe comme on veut. Et là, complètement de manière totalement arbitraire, en fait, on lance 57 fois 4 threads, ce qui fait beaucoup de threads. Hein. Donc là, si je compile ça, alors attendez, je vais juste m'assurer. Je vais juste m'assurer que tout est compilé. Donc là, c'est d'autres configurations, mais on a voilà, une version Clang, une version OSM. Donc toujours pas de release, debug et tout, parce que là, on s'en fout. Si je lance la version, alors c'est build, par exemple GCC, voilà. Hop. Alors attendez, qu'est-ce que j'ai fait? C'était pas ça. GCC. Ah, c'est pas graphique, c'est threading. Ça. Threading. Hop. Voilà. En fait, le main à la fin affiche N et A.
Donc on a le nombre qu'on est censé obtenir parce qu'il est toujours fixe, et A, le nombre de fois où il y a eu des ratés. Voilà, ça donne aussi une performance. Mais bon, là, l'idée, c'est juste qu'on a plusieurs threads qui tournent en même temps et qui utilisent de la mémoire qui est partagée. Ok. Or, ce n'est pas possible en JavaScript. Donc en fait, on va voir si ça marche en JavaScript. Si je prends Node, c'est toujours le Node de Mscripten, et que je fais... Ouais, c'est le même projet. Hein. Threading.js, du coup, cette fois. Là, il va me dire que en fait, il n'a pas le support de Shared Buffer Array, qui est en fait la technologie qui permet de simuler, enfin de faire l'équivalent de la mémoire partagée en CSS, sauf que là, il s'agit de web worker. Donc en fait, en gros, Node et aussi les browsers modernes ont une technologie pour avoir de la mémoire partagée entre différents, entre guillemets, threads entre browsers, ouais, donc des workers. Et donc, le Mscriptem va générer le code pour que, de manière transparente, on se retrouve avec les threads qu'on a construits ici, qui vont partager de la mémoire avec cette technologie. Donc là, ça marche pas. Pourquoi? Parce que, en fait, du point de vue de Node, c'est pas encore complètement validé. Et il nous faut un flag qui est ici. Copier. Voilà. Et ce flag nous permet juste d'utiliser cette feature, sachant que dans les browsers, c'est pas très longtemps, donc il n'y a pas de différence. Donc là, voilà, on exécute le même code, mais dans Node. On a des résultats du même genre, mais avec des performances différentes. Et si on va, alors si je me mets au niveau de... Ah, on y est, ouais, ça. Donc là, je m'assure qu'on a bien, voilà, on a tous les fichiers qui sont là. Et on a un index.html. En fait, si je fais mrun là, voilà, là, on peut regarder dans la console et on voit le même genre de résultat, ce qui veut dire que je viens de lancer 7 fois 4 threads dans un browser. Ceci conclut ma talk. Voilà, je suis très fier. Et voilà des liens plus importants pour avoir les informations sur à partir de webassembly.org, vous avez quasiment tout le reste. Là, vous avez beaucoup d'exemples. Et F310 est vraiment super bien documenté, sauf les options, les flags qui sont documentés dans un seul fichier, qui est un fichier source. Mais à part ça, c'est très bien. Et maintenant, je suis ouvert aux questions. Et voilà. Alors, Ouais. je Tu ferme peux aller le partage. directement Talkers Question Réponse. Enfin, parce que en fait, j'ai pas deux Ouais. écrans là. Ah ouais, donc tu peux fermer ton partage. C'est le fait. Je vois pas ma souris parce que elle déconne. Non, c'est Discord qui déconne. Alors, Enfin, on tu te me dises voit parce que qui là, partage. ouais, je vois pas le texte en fait. J'ai un problème avec Tu, Discord. tu ne peux pas faire couper le partage de ton bureau? Tout de suite, non. Ah, ok. Je suis en train Alors, d'essayer, mais j'arrive pas. question numéro 1 était en termes de features de langage, on est dans quelle version de C++ et est-ce qu'il manque beaucoup de features? Alors, en fait, c'est réellement Clang derrière. C'est un Clang, pas forcément le tout dernier, mais relativement récent. Donc, en fait, en termes de features, souvent, ce qui manque, c'est bon, déjà, c'est le niveau de Clang qui aujourd'hui est un peu en retard, par exemple, au 20. Mmh. Et la libre, alors je sais plus c'est laquelle, mais c'est la librairie standard qui est disponible avec elle, qui est souvent manque de, par exemple, les concepts de base en C++20. Mais par exemple, là, tout ce que je vous ai montré, Ah, Bon, on a perdu visiblement, Joël. on a perdu Joël, ouais. C'est bien, il a eu le temps de finir sa présentation avant qu'on le perde. Il aura été professionnel jusqu'au bout, jusqu'à sa ligne internet. Je pense que sa machine vient de se suicider parce qu'on entendait un ventilo quand même très énervé. Heu, on va voir s'il arrive à revenir.
F dans le chat sinon. Ce qui est intéressant, c'est qu'il est plus là, mais il partage encore. C'est son grand cœur, il faut partager jusqu'au bout. Ouais. Mais c'est parce qu'il nous a fait une présentation sur les nuls, celle-là, c'est pas encore prêt. Ah, Ah, voilà la sous-préfète. non. Oui. Ah, on voit Claim. On te voit, mais on t'entend pas du tout. Les musiciens sont toujours les moins microphonés. Faut qu'ils branchent l'ampli 1 sur l'ampli 2, qui se branche sur l'auxiliaire de l'input 4. Ils sont à 11 et puis c'est bon. Ouais, voilà. On met le potentiel à 11, le potentiel à 11 et on est bon. Ne raccrochez pas. Votre correspondant va prendre votre appel. Remets le truc de tout à l'heure. En fait. Non, on t'entend toujours pas, Clem. Toujours pas. Mais il arrive. On va faire des programmes en langage des signes à force d'organiser ce meet-up, je pense. Qui serait pas mal tout court. Allô, allô? Ouais, OK, c'est bon? ouais, En fait, je j'ai dû t'entends. changer, en fait, il y a mon laptop sous Linux qui vient de Et mourir. de se mettre à fumer et de s'arrêter. C'est En ça. fait, on l'entendait. D'accord. Malheureusement, je crois que le ventilo a effectivement beaucoup souffert et que ça a un peu, à partir du moment où tu as commencé à présenter des exemples, il y avait un peu la réduction de bruit qui galérait. Ah ouais, ouais. Parce que le Alors du coup, ventilo galérait. est-ce que est-ce que j'ai répondu entièrement? Parce que j'ai pas vu qu'en fait ça avait Non, coupé. D'accord, alors j'en étais où? C'était quoi déjà la question? non, c'est la première Oui, donc question d'un C++, certain Fred, en mais fait bon. là, Ouais, tout ce que c'est vous effectivement. avez vu, Si, pardon, c'est on a entendu que tu disais que c'était une version relativement récente de Clang, mais pas la dernière, et que malheureusement Clang n'était pas non plus à la pointe des features dans voilà. les versions. Voilà, Mais tous les exemples que j'ai compilés, c'était du C++20. Voilà. très bien. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre comme, question? Heu, Tu veux que de je te les langage, lise? d'accord, ouais, OK. Ce serait pratique, ouais. Parce que là, Est-ce qu'il y a un mapping initial entre tu es dans ça y est, l'onglet je vois Poker maintenant. Ouais, je vois maintenant. Voilà, et j'ai mis en vert celles qui sont déjà faites. Celles qui sont déjà OK, d'accord. Alors, est-ce qu'il y a un mapping, initial entre les fonctions JavaScript C++ pour ensuite n'utiliser que le C++? Oui, par défaut, si vous avez un main, et que c'est un exécutable, enfin, parce qu'en fait, il fait pas la différence entre un exécutable et pas un exécutable, mais en gros, si vous avez un main, le main va être exécuté. Donc le problème avec le main, c'est juste que, il va, le main va être appelé, mais il va bloquer dans le thread, du système du browser. Donc il y a différents moyens de contrer ça. Donc soit on utilise la fonction d'EnScriptEn pour, contourner, soit on peut aussi, en fait, il y a un flag pour dire que en fait, le main, il va être exécuté dans un autre thread, donc dans un worker, auquel cas on est, isolé. En fait, à partir du main, on peut faire ce qu'on veut. Donc, on peut tourner en vase clos, donc c'est en fait, par exemple, Unity, l'exemple que je vous ai montré, ou même heu les exemples de Magnum, le moteur de jeu, sont, faits comme ça. C'est-à-dire qu'ils tournent avec du code normal qui part du principe qu'il n'est pas embarqué, mais il se retrouve embarqué parce qu'on a décidé d'exécuter de manière embarquée. Et tous les autres bindings sont, juste,
du surplus, sachant que voilà, en fait, une grosse utilisation, c'est d'avoir, par exemple, le code qui a besoin d'être performant ou caché ou particulièrement isolé au niveau sécurité dans un module WebAssembly, et après le JavaScript appelle ce code-là comme un service, quoi. Ensuite, alors vous me dites si c'est pas suffisamment bien répondu. Nouvelle question. Y a-t-il un goulot d'étranglement dans la communication OSM Canvas dans un cas d'écriture directe façon buffer? Alors, je me suis posé la question. Pour l'instant, c'est pas encore clair pour moi. Il faut que je fasse des expérimentations et que je vois les détails. Parce que le problème, c'est que par exemple, l'exemple que je vous ai montré, il y a mScriptM qui fait quelque chose pour que ce soit rapide. D'accord? Moi, quand j'ai commencé le WebAssembly concrètement, j'étais intéressé avant, mais quand j'ai commencé le WebAssembly concrètement, c'était pour le cas de là, de ce que vous avez lu, le player Jellynote. Ce code-là était assez vieux et l'application, l'API Canvas n'était pas encore disponible. Elle est arrivée un peu tard et du coup, il y a beaucoup de JavaScript qui vont écrire au lieu que ce soit directement le C++ qui est écrit dans le Canvas, c'est le JavaScript. Et du coup, quasiment tout le dessin, c'est un transfert d'instructions de comment faire le dessin au niveau du JavaScript. Comme ça, c'est relativement lent et je pense que ça pourrait être plus rapide, mais c'est quand même suffisamment rapide pour l'utilisation qu'on en a. JavaScript tout seul, dessiné dans le Canvas, c'est méga rapide. Donc, la question, c'est est-ce qu'on a un moyen d'accéder directement à Canvas? Alors, déjà, on peut, euh, euh, par exemple, dans un web worker où il y a directement notre module WebAssembly, on peut être suffisamment isolé pour que, en fait, c'est très proche niveau, entre guillemets, euh, euh, distance logicielle. Donc, on a le minimum de travail à faire entre les deux parties. Mais le souci, c'est comment on arrive au main thread. C'est vraiment ça qui est vraiment, je pense, le vrai goulot d'étranglement. C'est qu'il n'y a rien qui s'affiche sans que ce soit sur le main thread. Et le problème, c'est que le main thread, lui, il est bombardé de gestion des inputs, tout le code du reste de la page, etc., etc. Donc, par exemple, si vous êtes sur Itch.io et que vous regardez les jeux web, ce qui est pas mal, c'est que un jeu, voilà, la page Itch.io ne fait pas grand-chose et le jeu fait quasiment tout le boulot. Donc du coup, c'est pas un problème d'avoir tout le jeu dans la page avec que du WebAssembly qui tourne en fond. Euh, Ils peuvent dessiner et le canvas. En fait, je suis pas certain. En fait, des fois c'est du canvas tout court et des fois c'est du WebGL. Et généralement, le WebGL est plus performant parce que du coup, c'est pas le browser qui s'en occupe directement, hein, c'est quand même un intermédiaire plus direct avec le hardware. Est-ce que vous utilisez pour alors, qu'est-ce que vous utilisez pour débugger du code OSM, surtout si le code à exécuter sur le navigateur a besoin de ressources navigateur, caméra, etc. Alors, moi, je fais exactement ça en ce moment. Donc, première chose, alors je vais mettre le lien de la talk bientôt, mais il y a un lien vers un blog post des gens de Chromium qui explique exactement tout ce qu'il faut savoir pour le débugage, au moins avec Chrome. Et en gros, l'idée, c'est qu'il y a un plugin qui permet de lire du Dwarf. Donc le Dwarf, c'est la sortie maintenant standard de MScriptM. C'est-à-dire qu'avant, ils avaient un autre système pour débugger avec des métadonnées, etc. Après, ils se sont rendus compte que finalement, le Dwarf, bah, ça existait déjà, donc on va l'utiliser. Ils ont fait ça. Le seul truc, c'est qu'il faut que le debugger du browser puisse le lire aussi. Donc en fait, l'extension en question ne sert quasiment qu'à ça. Et après, on a un debugger à peu près complet. C'est pas aussi puissant, par exemple, que certaines features de Visual Studio, mais c'est l'équivalent de ce que vous avez dans VS Code, par exemple, en termes de debugger. On a la call stack, etc. Et dans la call stack, donc, il faut faire une version debug de votre application, donc avec -g, parce que c'est une API Clang au niveau de la ligne de commande. Donc -g, après il faut mettre, je sais plus quoi, debug en link, enfin faut mettre tous les flags qu'il faut pour le debug. Le OSM par défaut que vous allez obtenir a des informations Dwarf embarquées. Vous pouvez aussi l'avoir dans un fichier séparé. Mais le browser, il va juste partir du principe par défaut que en fait, tous les fichiers dont il a besoin avec le JS, le OSM, etc., sont juste dans le même dossier, il va juste les récupérer. Il y a aussi d'autres moyens de le faire. Par exemple, on peut spécifier un endroit externe où récupérer les infos de debug. Tout ça, c'est possible. Euh, et pour les ressources du système, bah, c'est simple, en fait, on n'y a pas directement accès. Donc en fait, quand on débug, on peut voir, on peut breaker n'importe où dans le JavaScript et dans le WebAssembly et voir le JavaScript qui appelle le WebAssembly qui appelle le JavaScript. Ça, il n'y a pas de souci. Euh, le seul souci, c'est que effectivement, dès qu'on arrive dans le système,
Donc en dessous de l'API standard WebAssembly, ça nous est caché parce que c'est le browser. Et là, c'est une question de sécurité, bêtement. Mais par exemple, là, pour l'histoire de caméra, nous, il n'y a eu aucun problème. Bon, alors surtout parce qu'on l'a fait plus en JavaScript qu'en WebAssembly, vu qu'il n'y avait pas grand-chose à faire en WebAssembly, mais on a fait des captures captures vidéo donc dans une page web, qui est pour une feature qui va venir dans quelques mois. Et une fois que tu as fait les captures vidéo, tu peux utiliser le WebAssembly FFmpeg pour transformer la vidéo dans un format qui t'arrange et pour l'uploader plus tard. Ça, c'est aucun souci. On peut breaker avant l'appel à FFmpeg, même dedans aussi, parce que si on a la version debug, mais ouais, il y a pas de. En fait, contrairement à ce que je pensais, c'est pas si compliqué que ça, des moments où on a ce setup avec cette extension qui sait lire le WAF, ce qui n'était pas le cas il y a un an. Voilà, c'est un peu nouveau. Pour la mise à jour de la barre rouge sur JennyNote, est-ce que ça reste aussi en C++ ou la valeur est envoyée au JavaScript avec des fonctions de dessin? Alors dans ce cas-là précisément, en fait, c'est des instructions de dessin qui sont envoyées. Donc c'est pas genre, en fait, bon, il y a aussi la position qu'on a rajoutée récemment parce qu'on a besoin de faire un truc spécial. Mais en fait, à la base, ce que vous voyez dans le canvas, c'est des instructions pour redessiner juste cette partie du canvas. Donc c'est relativement rapide parce que c'est juste local. On n'est pas en train de redessiner tout le canvas. Cela dit, moi j'ai fait un jeu en JavaScript où je dessine un gros canvas en boucle en permanence. Les browsers, ils tiennent le coup, hein. Il y a moyen et sans accélération. Est-ce que c'est mieux d'utiliser une main loop avec SDL pour le canvas ou exporter seulement les fonctions? Bah, en fait, ça dépend complètement de l'utilisation. En fait, donc la raison pour laquelle SDL est intéressant, c'est que si on a typiquement un jeu ou une application multimédia desktop, ça veut dire que si elle dépend essentiellement de SDL et qu'après c'est que des libs qui sont par-dessus ou sur le côté et qui font pas appel au système, eh ben, ça veut dire qu'elles sont quasiment immédiatement portables. Et ça c'est vraiment important. Si on veut, par exemple, rendre, bah, je donne un exemple, hein, les jeux de Epic récemment, donc euh, on appelle ça les jeux où on s'entretue là, mais de façon fun, bah, en fait, ils sortent sur toutes les plateformes. Bah, s'il y a une version web, eh ben, c'est encore plus de gens qui sont exposés, plus d'achats à l'intérieur du jeu, etc. Donc c'est pour publier des jeux, c'est super. Mais c'est vrai aussi pour des outils. Donc par exemple, il y avait eu des exemples dans le passé, alors c'est des trucs expérimentaux, mais il y avait des gens qui avaient fait, je crois que c'était un Photoshop ou non, c'était Krita, qui avait fait un Krita compilé en WebAssembly, donc dans une page web. Et il y a aussi Godot, qui est un moteur similaire à Unity. Sauf que Unity, en fait, on peut pas vraiment compiler l'éditeur dans une page web. Mais par contre, Godot, on peut. Donc en fait, on peut avoir tout l'éditeur de jeu à l'intérieur d'une page web. Et ça, c'est parce qu'il est petit et qu'il est en C++. Du coup, c'était pas trop difficile de faire une expérimentation comme ça. Donc en fait, pour le portage, c'est vraiment intéressant. Mais par exemple, si vous voulez juste utiliser SDL pour des fonctionnalités graphiques qui sont juste un élément dans la page vite fait, il y a moyen de faire ça, ouais. Et c'est pas, c'est juste qu'en fait, il n'y a pas besoin de main loop. Ou alors, moi, souvent, ce que je fais, c'est que je mets quand même un main, mais je mets juste un log pour dire, ouais, il est chargé parce que c'est utile pour le débugage. Mais en fait, voilà, vous faites comme vous voulez. Il y a pas de, la seule limitation, c'est de bien comprendre que votre main loop, elle a besoin de rendre la main de temps en temps au thread principal du browser, ou bien elle a besoin de tourner dans un thread différent, ce qui veut dire qu'elle ne peut pas dessiner. Voilà, c'est ça qu'il faut comprendre. Et c'est pareil pour l'audio, en fait, l'audio est son propre système, et du coup, il fonctionne différemment, mais vous pouvez l'appeler, par exemple, l'API SDL, OpenAL, en fait, va être traduite en appel à HTML audio. Peut-être que vous avez besoin, là, comme nous, dans l'application qu'on fait, où en fait, on utilise les API audio juste pour assembler les sons, et après, on attend que la boucle, entre guillemets, de lecture dans le WebAssembly nous demande de jouer tel son. Voilà. Euh, Pas une question, mais je suis intéressé par les exemples, surtout avec les tests unitaires. Je vais mettre le lien vers directement la talk, il y aura tous les liens dedans. La décompilation, c'est au niveau du bytecode Java ou. Alors, c'est pas du bytecode Java, hein, ou de l'assembleur. Ah, le style.
Alors, j'ai voulu vous montrer un exemple, mais j'ai pas eu le temps. Mais en gros, la version textuelle, ça ressemble à de l'assembleur textuel, mais en plus lisible. Et la version bytecode, c'est officiel. En fait, moi, à un moment, j'ai voulu faire une implémentation de la VM, et c'est juste que j'ai pas eu le temps, donc finalement, je l'ai pas fait. Mais juste en regardant la spécification, elle était étonnamment simple à lire et à comprendre. Donc c'est relativement simple. En fait, ça m'a fait penser à, si vous avez déjà vu des vidéos de gens qui réimplémentent des émulateurs from scratch, par exemple en C++. Voilà, il y a des zones mémoire, il y a des trucs, il y a des mécanismes vite faits, ils sont assez simples. Finalement, quasiment toute la complexité, c'est dans le programme finalement qui va être exécuté. Donc ça m'apparaît pas fou ou déconnant. Ça a l'air plutôt sain au niveau de la base. Et après, par contre, ce que j'ai pas vu, c'est comment sont spécifiés les API standards, c'est-à-dire les API web et tous les trucs qu'ils sont en train de rajouter pour avoir, en fait, pour que tout le monde soit raccord sur certaines API, dont bah, pour les différentes API web, il y en a une pour JavaScript, une pour le DOM, etc. Quel élément hardware peut-on utiliser si une GPU? Euh, alors, donc si on parle du browser, on peut utiliser tout ce que le browser peut faire. Donc actuellement, il y en a WebGL. Je ne sais pas qu'est-ce que ça veut dire, mais en gros, généralement, quand c'est le système par le browser, ça veut dire que dans le browser, il y a des réglages pour dire si on peut utiliser certains trucs ou pas. Donc c'est dépendant du browser. Et du point de vue de l'application, on n'a aucun contrôle. Pour donner un exemple en JavaScript, quand on fait de la capture vidéo ou audio, en fait, le choix de la caméra et le choix de, euh, du micro, c'est le browser qui décide. C'est le browser qui nous expose ce qu'il veut. Il peut ne pas nous exposer certaines choses. C'est complètement le browser qui gère. Donc le mieux qu'on puisse faire, c'est éventuellement les lister, mais en fait, il y a déjà une interface dans le browser pour faire ça. Donc en fait, on n'a pas peu de contrôle dans un browser. En revanche, si c'est autre chose, c'est-à-dire par exemple si c'est Node.js, Node.js, bah, il expose tout un tas de choses, mais pas une page web. Donc du coup, est-ce qu'on a accès au GPU? Bah, on a accès à ce que l'application hôte a accès et nous expose. Ça se résume à ça. Donc ça dépend des cas. En fait, en termes d'exécution, après, c'est comme si on faisait des appels C, en fait. Donc, c'est pas. Théoriquement, si on a un moyen d'appeler quelque chose, je pense à toutes les API, CUDA, etc., pour faire directement du GPU et faire une API pour ça. Normalement, si l'application hôte a de quoi exposer ces API-là, il y a pas de souci. Donc là, aujourd'hui, dans un browser, je doute qu'on puisse, mais on peut faire du WebGL. Donc après, moi je suis pas au courant de tous les standards à ce niveau-là, mais c'est une question purement d'API et d'application haute. Alors c'est le tour de toutes les questions, je pense. Je pense qu'on a fait le tour là. Écoute, merci beaucoup, Joël. Et bah merci à vous. Et alors je vais juste voir. Ouais. Et ben au revoir.